Je suis avec le chef Philippe Delars. On va parler aujourd'hui d'une cuisine qui est plutôt méconnue, encore malheureusement en Suisse. C'est la cuisine scandinave. Ben moi, je suis moitié suédois, moitié suisse de la part de ma mère. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu cette attache avec les pays du Nord. Bien que j'ai grandi en Suisse, mais avec plus de famille en Suède qu'en Suisse. Puis après, au niveau de mon parcours, ben, je suis rentré assez vite dans la gastronomie de base. Donc, j'ai commencé à l'âge de 15 ans en restaurant 2 étoiles. Après, j'ai fait pendant un peu plus de 10 ans ce genre d'établissement. Donc, le but, c'était vraiment d'aller chercher des connaissances, d'aller apprendre auprès de grands chefs et de comprendre comment fonctionnait la gastronomie. Parce que la gastronomie, c'est des bases. Et dès qu'on comprend les bases, ça nous donne un outil de travail. Et plus on a de bases, plus on peut aller loin, plus on peut créer dans une gastronomie. Puis après, ben voilà, j'ai pas mal bougé dans des grandes tables. Après, j'ai voulu voir d'autres choses. Donc, j'ai fait du service traiteur avec mes anciens chefs de l'hôtel de ville de Crissier. Donc, avec Philippe Rochat aussi, qui a été un peu un de mes mentors. Donc, c'était chouette de pouvoir continuer dans ça, mais voir quelque chose d'autre. Donc là, je suis vraiment parti dans cette notion de traiteur, faire des 800 couverts avec une vision de chef étoilé, pas moi, mais mes anciens chefs. Donc du coup, c'est compliqué, c'est une autre manière de travailler. Puis après, j'ai fait la réouverture du Royal Savoie, où là, j'étais sur la partie production. Donc je suis sorti de la cuisine conventionnelle et classique, où le but, c'était vraiment d'aller chercher comment fonctionne un hôtel. Et puis de me rendre compte qu'en fait, on peut faire très bien dans un bar, dans du personnel pour 150, dans un spa, dans plein de choses. Et en fait, c'est de se rendre compte des choses. Parce que quand on fait de la gastronomie, on se dit voilà, bon, on est quatre pour faire beaucoup de choses, mais on fait souvent quelques assiettes. Et quand vous allez arriver dans un hôtel 5 étoiles, on va un coup vous demander de faire un banquet pour 150 pour un séminaire très simple. Et un coup, ça va être très compliqué. Puis on va demander pour un mariage très complexe. Donc ça demande beaucoup de polyvalence et de flexibilité. Et puis après ça, bah, j'ai voulu quand même voir une partie de ce métier qui m'intéresse beaucoup, c'est l'enseignement. Et du coup, je suis parti travailler pendant 3 ans à l'école hôtelière à Lausanne, où là, mon but, c'était vraiment d'avoir cette notion d'échange. Alors, l'école hôtelière de Lausanne, pour moi, est plus orientée hospitalité au sens large. Donc, c'était vraiment d'aller chercher ce contact déjà avec des gens qui ne connaissent pas le métier ou qui ont très peu d'expérience pour vraiment voir un peu ce qu'on peut en faire. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe du Berceau d'Essence, donc il y a eu une étoile Michelin quand j'étais là-bas. Donc c'est vrai qu'on a décroché étoile Michelin dans ce restaurant. Alors, j'étais pas le chef, mais Cédric, s'il écoute, il sera content que je parle de lui. Non, on était une belle équipe et puis de faire ça avec des étudiants aussi. Donc voilà, c'est toute une notion différente. C'est beaucoup de patience, beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question. Ce qui m'a permis maintenant d'être chez moi depuis 5 ans, Mhm. d'avoir aussi développé tout ce restaurant, d'avoir créé quelque chose que les gens ont un peu moins l'habitude de voir avec la structure qu'on a chez nous. Et puis de me dire, cette notion de remise en question, de flexibilité, et ben là, typiquement à Paléo, de se dire, on doit faire 700 par jour parce que c'est ce qu'on nous annonce, plus ou moins bien sûr, parce que c'est toujours des estimations, et de se retrouver à 1500. On n'est pas tout à fait dans les mêmes chiffres, c'est un autre travail, c'est une autre réflexion, mais toutes ces expériences que j'ai acquises par le passé me permettent aujourd'hui de me dire, ben voilà, on peut faire des choses, on peut adapter, on peut réfléchir toujours en faisant de la qualité. Ça restera toujours la chose la plus importante pour moi, la qualité dans tout ce qu'on fait chez Mhm. Jordan et même dans ma vision. Si un jour je dois enlever la qualité de ce que je fais, je préférerais arrêter Mhm. ce métier plutôt que de faire des choses de mauvaise qualité ou des produits de mauvaise qualité. Et j'imagine que du coup, vous êtes aussi habitué à avoir, comme vous dites, pour le paléo, il y a eu un petit peu plus de monde que prévu. Finalement, tant mieux, c'est un succès. Est-ce que vous êtes habitué à gérer ce genre de situation? Alors, je sais pas si ça peut vraiment se préparer parce que honnêtement, c'est plus une surprise. C'est la première fois qu'on est à Paléo sur un événement aussi complexe que Paléo. Parce que le Paléo, ça s'apparente à du traiteur parce qu'on va avoir tous les problèmes de cuisine, de mouvement, de préparation. On n'a pas des laboratoires. Voilà, nous, on produit une grande partie dans nos cuisines justement où on peut respecter toute la partie hygiène qui est extrêmement importante, surtout sur un festival. Je dirais qu'on survit parce que il y a des moments où voilà, c'est cool, ça avance, c'est bien, les services se passent très bien. Juste après, on se dit, OK, maintenant, je vais devoir commander une demi-tonne de marchandises pour demain. Comment je fais? C'est 2 heures du matin, il faut que j'appelle les fournisseurs, il faut que je trouve des contacts. Et là, on a la chance aussi d'avoir des fournisseurs en or. Encore hier, je passe un coucou à David, Lezzola, qui est mon fournisseur de légumes, qui passe au stand hier et qui me dit, normalement, il y a des délais un peu plus longs que ce que je lui ai demandé. Il m'a dit, écoute, j'appelle directement le dépôt et il a appelé directement et grâce à lui, j'ai pu avoir la marchandise aujourd'hui. Merci à Merci lui. beaucoup, merci beaucoup. Parce que sinon, ça aurait été compliqué aujourd'hui de pouvoir assurer le service d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est beaucoup d'anticipation en amont et plus on arrive à être juste dans les estimations, Mhm. vous en parliez avant,
plus on arrive justement à ce que ce soit fluide, à ce que ce soit rapide et efficace pour les gens qui viennent nous voir. Ça, c'est important aussi, c'est cette notion de fluidité et de rapidité. Les gens sont à Paléo, pas pour Philippe Delarse, pas pour la gastronomie de Nordon. Alors, ça fait plaisir s'ils viennent pour aussi, bien évidemment, parce qu'on est là pour faire plaisir aux gens, mais surtout pour les concerts. Et c'est vrai que nous, il faut que ça aille très très vite. Et c'est ce que je dis à mes équipes, les gens ne doivent pas attendre. Donc le village du monde met à l'honneur la cuisine scandinave au Paléo cette année. Comment est-ce que vous avez fait pour décliner vos plats en plats qui peuvent du coup se manger dans un festival? Lesquels vous avez choisis? Comment est-ce que vous avez fait? Alors pour ça, c'était assez facile de choisir quelque chose, on va dire, de très symbolique. Le saumon fumé à chaud, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai appris avec des pêcheurs en Suède, en discutant avec eux, bref, sur quel bois utiliser, sur quelle température utiliser. C'est des choses, alors oui, j'utilise pas le même matériel qu'eux parce qu'on a des beaucoup plus grosses surfaces. C'est vrai que dans le sud-ouest de la Suède, où on a nos maisons de vacances avec la famille, bah, on a des amis pêcheurs qui sont dans le village et c'est vrai que c'est cool de pouvoir discuter avec eux, de se poser les questions de comment ils font et du coup ça permet d'avoir quelque chose qui est cohérent avec ce qui se fait aussi dans le Nord. La culture nordique, elle paraît très simple de l'extérieur, parce que c'est toujours des lignes très épurées, par exemple dans les meubles ou des choses comme ça. Ça demande quand même un petit peu de réflexion, ça demande un petit peu, et c'est la même chose sur la cuisine. Donc ce plat-là me paraissait évident. Après, je me suis dit, paléo, les gens doivent pouvoir manger en marchant. Si les gens ne peuvent pas manger en marchant, on est toujours en train de se déplacer, on veut toujours une bière, on veut toujours un autre truc à manger. On n'a pas le temps de patienter. Pour moi, je voulais surtout pas de restaurant. Donc il y a le saumon fumé à chaud, comme ça, moi je peux le faire devant les gens aussi. C'est important que les gens voient. S'ils ont des questions sur quel bois, sur les températures, ça permet de donner on va dire pas une masterclass, mais une mini formation où si les gens sont intéressés par comment c'est fait, je peux la donner aussi et je prends le temps. Alors, c'est clair qu'en plein rush, entre 18 et 21 heures, je vois même pas mes amis qui sont de l'autre côté, donc c'est compliqué. Mais par contre, en dehors de ces heures-là, ouais, j'essaie toujours de prendre le temps pour les gens, c'est important pour moi. Et le deuxième plat, on parle toujours des tartines dans le Nord, c'est vrai que c'est quelque chose de très symbolique, la tartine de crevettes. Mmh. Alors voilà, le Skorgen Toast, qui est vraiment danois dans l'esprit Skorgen, qui est au nord du Danemark. Nous, on appelle ça la tartine de crevettes en traduction littérale avec le suédois. Donc vraiment, c'est cet esprit de vouloir retravailler ça dans un rôle, donc après avec un buns fait par Hervé, notre boulanger avec qui on travaille tous les jours, qui est juste à côté du restaurant. On a la chance d'avoir vraiment à 5 mètres, allez, 10 mètres la boulangerie, donc ça nous permet vraiment de garder cette proximité avec lui, de créer aussi des pains qui sont nordiques avec lui. Donc lui aussi, c'est chouette de pouvoir voir un peu ce qu'il nous propose. Et là, du coup, on a fait dans l'esprit d'un pain brioché qu'on pourrait retrouver plus couramment chez nous. Et vraiment, on insiste dessus, on vient travailler vraiment tous les mêmes éléments. Mais là, on a voulu travailler un peu plus le visuel. Donc, on a vraiment des crevettes qui sont marinées dans une sauce qui est à la nette sur la base d'aneth. Après, on a des pickles d'oignons rouges. On va retrouver vraiment cette notion, un œuf qui va être passé au sel, puis séché, puis râpé dessus, parce que normalement, on a toujours des quartiers d'œuf dur sur une tartine de crevettes. Ça a été de garder tous ces marqueurs-là et de les adapter en disant, on essaie de ne pas faire trop de manipulation, parce que plus de manipulation il y a, plus ça prend du temps. Donc, c'est aussi ça. Donc, c'est toujours de trouver le juste milieu pour que ce soit bon, beau, mais surtout possible pour nous de le faire. Est-ce qu'il y a eu d'autres défis auxquels vous avez dû faire face, que vous n'aviez pas forcément anticipé, en passant de la gastronomie au stand en plein air? Non, pas plus que ça, parce que encore une fois, avec la chance que j'ai eu d'avoir des expériences, on va dire, assez complexes, quoi, assez variées dans mon curriculum vitae, c'est vrai que ça m'a permis de voir justement ce à quoi je peux m'attendre. Donc j'ai anticipé beaucoup de choses, même ne serait-ce que l'installation du poste, de réfléchir à comment faire passer les gens. Typiquement, je voulais pas avoir juste un stand qui est linéaire devant nous, je voulais vraiment avoir cette notion de chemin de service qu'on appelle nous dans le jargon, où les gens doivent passer dans un endroit, il y a des cordes, et comme ça, en fait, vous avez un sens. C'est-à-dire que déjà, les gens ne se perdent pas d'aller à gauche ou à droite. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là, non, non, venez de l'autre côté, ou ce genre de choses. Donc, on garde cette notion de circulation. Donc, ça, c'est des choses que j'avais déjà. Donc, non, après, c'est surtout les volumes, la production. Comme je dis, ce matin, hier matin à 2 heures, ce matin à 2 heures, d'écrire des messages, d'appeler des gens. Vous êtes venu à Paléo en tant que festivalier également. Quels sont vos souvenirs culinaires? Qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté? Pas grand-chose. Pour moi, c'est différent. On a 2 revers de la médaille. Je rigole de ça avec beaucoup de gens, beaucoup d'amis qui viennent nous voir. Donc, c'est vraiment cette notion de, voilà, quand on est de l'autre côté, on ne se rend pas compte. Ça, c'est clair que la charge mentale, la pression qu'il y a sur tous les stands, elle est dingue. Et au moment du rush, alors oui, on attend 1 heure sur beaucoup de stands. Moi, comme je disais, j'essaie de rester sur du 20 minutes 30 quand on n'arrive pas à faire moins. Mais c'est très compliqué à gérer. Donc c'est vrai que quand j'étais de l'autre côté, on se dit: «Ah 1 heure, j'ai pas envie d'attendre 1 heure pour avoir, je sais pas, un burger, d'avoir un» et en fait, on se rend compte que, les choses prennent du temps et moi, je préfère attendre 1 heure
et me rendre compte que c'est de la qualité plutôt que de faire les choses. Donc voilà, après, ce que je dirais mon expérience de festivalier peut amener, parce que comme je dis, je l'ai fait quelques fois quand même, heu, je pense que c'est une prise de conscience à titre personnel, au niveau de mon expérience en tant que festivalier, de me dire: «C'est long, donc il faut qu'on accélère». Mais à la fois, en même temps, l'humain reste humain et on peut pas non plus se dédoubler, on peut pas aller plus vite que la musique. Et encore une fois, je préfère faire attendre les gens 10 secondes ou 30 secondes de plus, mais de se dire ce qu'on leur sort, c'est joli, c'est beau, c'est bon, et comme ça, au moins, on y arrive. Mais c'est vrai que l'expérience des 2 côtés est très différente. J'aimerais bien aller écouter les concerts, mais typiquement, j'entends les basses des 2 scènes, mais j'entends pas les paroles ou très peu. Ça me frustre un peu. Il y a quand même 2-3 artistes que j'aimerais aller arriver à me décrocher. Je vais tâcher de me dégager aussi un peu de temps. Bah, j'espère que vous aurez l'occasion. On sait que la cuisine scandinave n'est pas forcément celle qui est la plus connue, j'ai l'impression, ici en Suisse. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez également? Oui, alors clairement, il y a une grande méconnaissance, de la culture scandinave. On s'imagine qu'on mange, des choses très étranges, très bizarres, alors qu'une grande partie des produits qu'on va retrouver en Suisse, on les retrouve aussi dans les pays du Nord. C'est pas des choses différentes. Après oui, on va avoir une manière d'apprêter certains produits, une manière de, comment dire? De travailler certains produits, et certains produits sont différents, typiquement, bah, la réglisse, les baies polaires, l'argousier sont des choses qu'on consomme pas chez nous. Donc oui, il y a une méconnaissance. Après, c'est juste que ce que j'aime bien dire, c'est aussi souvent que les pays nord sont encore un peu préservés du tourisme de masse, et je C'est suis vrai. très content. Oui, il y a une méconnaissance, mais je pense juste que c'est de notions culturelles. On a beaucoup plus de culture du sud. Et puis moi, la gastronomie nordique mérite d'être connue aussi. Toute la beauté de la gastronomie du Nord, c'est que chaque chef dans le Nord va vraiment interpréter sa cuisine comme il le veut, mais avec cette vision de pureté et de goût. Donc on garde ces lignes, on garde ce côté goût qui est vraiment toujours au centre. Puis après là, c'est la cuisine, c'est assez simple, on fait à manger, on sert des gens, puis on essaie de vous faire plaisir. On pense aussi quand on entend, cuisine nordique, on peut penser à des aliments fermentés, des choses un petit peu comme ça. Est-ce que, vous avez des plats un petit peu insolites, ou du moins qui paraissent insolites ici, que vous proposez dans votre restaurant? Alors au niveau du restaurant, alors moi la lactofermentation, j'en ai beaucoup mangé, trop mangé même. Je sais que c'est très tendance. Alors on en fait de temps en temps, il y a certains éléments. Le problème, c'est que la lactofermentation, on veut la faire avec tout. Parce que c'est une technique, très saine. Après, pour moi, tous les produits ne vont pas avec. Moi, là, ce que je vais faire prochainement, parce que, bah, j'étais, en contact avec un chef norvégien il y a pas longtemps, où je suis monté chez lui faire manger à Bergen. Lui est venu chez nous, donc je fais souvent des échanges comme ça, parce que je trouve que c'est intéressant. Lui, typiquement, bah, il y a un plat norvégien que j'ai trouvé génial, qui m'a fait goûter, c'est le rakfisk. Mes équipes vont rigoler s'ils voient la vidéo, parce que je trouve ce mot fascinant. Je sais pas, il me fait rigoler à chaque fois. Et Qu'est-ce qui signifie? rakfisk, en fait, c'est un poisson fermenté. C'est une truite, en fait, fermentée. Alors ça fait peur aux gens. Les gens qui sont venus à l'événement chez nous, quand on leur a dit poisson fermenté, ils ont fait ouh. Et j'ai trouvé ça très drôle parce que, en fin de compte, on a une image et un ressenti, parce que bah, la fermentation, c'est une pourriture, hein, mais c'est une pourriture maîtrisée. Et le poisson avait 8 mois. Mmh. Donc du coup, les gens se disent: «Wow, qu'est-ce que je mange?» Et en fait, ils le mettent dans la bouche, puis en fait, c'est super bon. Et puis après, bah, moi, comme je dis, je travaille le monde aquatique au restaurant, donc déjà, en Suisse, faire des menus 100 aquatiques, c'est moins commun. Je le dirais de la même manière qu'avant. Très simple, hein, on fait à manger, on sert des gens et on essaie de vous faire plaisir. C'est ça. Magnifique, merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Merci beaucoup.